Sud Midi. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. Le quartier de Pikine à Saint-Louis, endeuillé depuis hier soir suite au décès d'une vingtaine de jeunes candidats à l'émigration clandestine. L'accident est survenu en mer. Notre reporter s'est rendu ce matin au domicile de l'une des victimes. Vous entendrez dès le début de cette édition les propos de Yves Tendeng. Le phénomène de l'émigration clandestine prend des proportions inquiétantes avec 5000 départs enregistrés, plus de 500 migrants interceptés avec des pirogues, bien que pour cette semaine. C'est donc des chiffres de l'Office international pour les migrations, des départs aux conséquences désastreuses pour de nombreuses familles qui se retrouvent décimées. Les propos de la directrice exécutive de Partenaire West Africa Sénégal, Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, à suivre. Elle était l'invitée de Bayomak Gueye dans Objection de ce matin. En santé, le coronavirus touche de moins en moins de personnes au Sénégal, une tendance baissière qui se confirme avec le nombre de personnes sous traitement estimé à 975 ce jour. L'actualité internationale et la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali vont boucler ce Sud Midi mis en onde par Hassan Toun. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous, direction Saint-Louis pour retrouver notre correspondant Yves Tendeng. Bonjour. Bonjour, Adji Fatou. Alors à Saint-Louis, le quartier de Pikine est en deuil depuis hier soir suite au décès d'une vingtaine de jeunes candidats à l'émigration clandestine, des personnes donc mortes suite à l'accident survenu en mer. Vous vous êtes rendu ce matin au domicile de l'une des victimes sur place. C'est la grande tristesse et l'émoi. Effectivement, Adji Fatou Bari, vous l'avez dit, donc nous revenons de suite du domicile des parents de Feu Abdoulaye Anne, l'un des jeunes ayant perdu donc la vie dans cette explosion d'un moteur d'une pirogue qui transportait des jeunes candidats à l'immigration clandestine. Âgé de 32 ans, le défunt a laissé derrière lui deux épouses et des enfants. Un décès qui a plongé aussitôt donc sa famille et les membres de son voisinage dans la tristesse et la consternation. Les gens qui arrivent continuent donc d'y arriver de manière continue pour présenter des condoléances donc dans cette famille éplorée. Les parents inconsolables en ce moment, en plus aussi de ces deux épouses. Les jeunes auraient quitté donc le domicile familial la veille sans pour autant dire où il allait. Renseigne son papa qui révèle ainsi que son défunt fils était un jeune respectueux, travailleur et déterminé qui n'œuvrait que pour le bien-être de la famille. Et il serait donc présentement d'ailleurs une vingtaine de victimes recensées ici donc dans le quartier de Pikine, tous donc des jeunes qui auraient péri dans cette pirogue. Donc dans plusieurs maisons, ce sont des lectures du Saint-Coran qui font présentement en guise de prière pour les défunts. Une situation qui remet ainsi donc une fois de plus sur la table la lancinante question, la lancinante problématique de l'immigration clandestine qui continue de faire ses victimes. Une occasion saisie par la maman donc de la victime Abdoulaye Anne pour inviter le gouvernement à venir en appui et en aide donc à ces jeunes, ces nombreux jeunes qui tous les jours tentent donc de rallier l'Europe par tous les moyens. Et les invite également à tout faire, à prendre toutes les dispositions pour permettre à ces jeunes de pouvoir trouver de l'emploi afin de ne pas donc tenter ce voyage incertain vers l'Eldorado. Voilà ce qu'on peut retenir à dire Fatou par rapport à cette situation, à ce deuil, on peut dire ici au niveau du quartier de Pikine, qui a fait un lourd suivi donc par rapport à ces nombreux jeunes ayant péri dans cette pirogue au niveau donc des larges de Bourg. Voilà ce qu'on peut retenir donc par rapport à cette situation. C'était donc Yves Tendeng depuis le quartier de Pikine ici à Saint-Louis pour Sud FM. Merci beaucoup Yves Tendeng qui revenait sur cette information. Pas moins d'une vingtaine de jeunes ont péri en mer, des jeunes qui étaient en partance pour l'Europe.
Émigration clandestine, toujours 5000 départs et plus de 500 migrants interceptés avec des pirogues cette semaine. Ce sont des chiffres de l'Office international pour la migration qui font froid dans le dos, regrette la directrice exécutive de Partenaires West Africa Sénégal. Selon professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, des familles sont aujourd'hui décimées, des jeunes désœuvrés. Ainsi, l'invité de Objection de ce matin décline la cartographie des zones de départ. Nous l'écoutons au micro de Bayomargué. Des familles sont décimées. Par exemple, ils partent au moins 3 membres d'une famille en général partent ensemble pour essayer de se soutenir mutuellement. Et au niveau en fait des zones vulnérables, aujourd'hui nous allons citer les grandes banlieues de Dakar, mais également les régions de Sédhiou, de Kaolack. Vous allez comprendre pourquoi j'ai cité ces régions, Tambacounda, Kédougou. Pourquoi au niveau de ces zones? Et lorsqu'on voit économiquement, ce sont des zones où les jeunes sont désœuvrés, des zones où certes on a des politiques en fait de développement, mais qui ne sont pas adaptées en fait à la réalité du terrain. Et lorsqu'on voit en fait le nombre aujourd'hui de femmes qui partent, je vais donner les chiffres de l'OIM, donc on voit aujourd'hui que dans le Sahel, on a au moins 5000 départs qui passent par le Sahel. Les pirogues, on a vu hier, la direction des relations publiques de l'armée a partagé. Cette semaine seulement au Sénégal, nous avons eu plus de 500 migrants qui ont été interceptés. C'est pour ça que je dis que les interceptés avec les pirogues seulement, les départs avec les pirogues. Mais ceux qui passent par le Sahel, nous n'avons pas de données probantes. Pourquoi? Donc, certes, avec la libre circulation des personnes et des biens au niveau de la CEDEAO, par exemple au Sénégal, nous avons 2 corridors. Nous avons le corridor qui passe par Kaolack et qui passe par Tambacounda, Kédougou, que j'ai cité, donc qui fait qu'on a beaucoup de départs de cette zone. Donc, au niveau, ils vont s'arrêter au niveau de Kédougou et Tambacounda, exploiter les mines, se faire de l'argent, remonter par le Mali. Et après, au nord du Mali, on sait ce qui se passe avec le djihadisme et ils vont vers la Libye. L'autre corridor, c'est le corridor qui passe par Saint-Louis, donc qui va passer par la Mauritanie. Ils empruntent le désert également, le Sahel, pour passer par le Maroc. Et malheureusement, ce ne sont que ceux qui ont été interceptés, les chiffres, excusez-moi, de ceux qui ont été interceptés que nous avons. Mais ceux qui passent à travers les mailles du filet, nous n'avons pas de chiffres. C'était professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, directrice exécutive de Partenaires West Africa à Sénégal. Professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye réagissait également en perspective de la célébration ce 31 octobre de l'adoption de la résolution de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. Et là, les femmes payent le plus lourd tribut dans les conflits en Afrique. Tenez-vous bien, le coût économique est de 300 milliards de dollars en 1990-2000, ce qui a donc débouché sur la résolution 1325. Nous y reviendrons. Parlons santé à présent avec le coronavirus au Sénégal. Ce dimanche, seuls 8 nouveaux cas ont été diagnostiqués positifs alors que le nombre de personnes sous traitement passe sous la barre des 1000. Le point complet, c'est avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1017 tests réalisés, 8 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,79%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 3 cas contacts suivis par nos services. Nous n'avons enregistré aucun cas importé au niveau de nos portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Nous avons 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 1, Guédiawaye 1, Ouest Foire 1, Thiès 1 et Tivaouane 1. 93 patients
hospitalisés ou suivis dans les domiciles ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce samedi 24 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 551 cas ont été déclarés positifs, dont 14 254 guéris, 321 décédés et donc 975 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et suivis dans les maisons et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. À l'instant, Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui nous faisait le point sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Harcèlement et violence en milieu de travail et conflits récurrents entre employeurs et employés, c'était l'objet d'un atelier de renforcement de capacité à Kaolack, une rencontre qui a regroupé une trentaine de représentants de syndicats de l'Union nationale des travailleurs des industries alimentaires, du tabac et branches connexes section Sénégal. Voici Gorgui Pouy, secrétaire général du syndicat des travailleurs marais Salah, au micro de Mamadou Camara. L'UITA, l'Union internationale des travailleurs des industries alimentaires, du tabac et des branches convexes, qui regroupe plus de 120 pays dans le monde, dans le cadre d'une formation sur la négociation collective. L'UITA Sénégal, la section sénégalaise aujourd'hui est venue à Kaolack rencontrer les travailleurs qui sont membres de la coordination. On va parler de la négociation collective, entre autres, et du lancement de la campagne de rectification de la SEC 190 de l'OIT. Dans le cadre de la convention 98 de l'OIT, donc le Sénégal a ratifié cette convention pour qu'il y ait des négociations tripartites entre patronat, État et travailleurs. Dans le cadre du Code du travail sénégalais, dans son article 5, on dit que les travailleurs, par le cadre de leurs représentants, peuvent participer à des négociations. Aujourd'hui, il serait bon que tout travailleur ou bien son représentant soit bien outillé dans le cadre des négociations pour avoir des acquis sociaux, pour le bien-être de tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place pour promouvoir la négociation collective et le dialogue social. Je pense que cette rencontre vient à son heure. Moi, on ne peut pas parler de temps. Moi, je pense que rigueur, on ne peut pas maltraiter quelqu'un. Le travailleur est en quête perpétuelle de son épanouissement. Donc, nous voulons de plus en plus nous améliorer et dans le cadre de l'exercice de nos fonctions. C'est pour ça que nous sommes regroupés en syndicats pour défendre nos intérêts matériels et moraux. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des créneaux que nous devons mettre en place pour essayer d'organiser, entre autres, les travailleurs dans le cadre de la lutte et améliorer nos conditions, sur le plan législatif, réglementaire et ensuite conventionnel. Et puis en marge de cet atelier, le chef de la division des négociations et des relations professionnelles a soutenu que les conflits ont considérablement augmenté au sein des entreprises pendant la période de Covid-19. Moussa Sow, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, que nous écoutons au micro de Mamadou Camara. Parce qu'en réalité, il est de coutume qu'à chaque fois qu'il y ait des litiges dans les entreprises, ces litiges-là parfois soient portés à la connaissance des inspections du travail. Et ces services de l'État sont chargés d'essayer de concilier les parties, n'est-ce pas, en cas de désaccord, pour essayer véritablement de rapprocher leurs positions pour arriver à des solutions consensuelles. Et quand vous faites une radioscopie du climat social au Sénégal, vous verrez qu'à chaque fois, vous retrouvez des conflits dans certaines entreprises. Il est évident qu'il y a certains conflits qui sont déclarés dans des entreprises. Mais notre constat, c'est que ces difficultés résident dans le fait qu'il y a une méconnaissance des règles qui régissent les relations de travail, aussi bien du côté des employeurs que du côté des travailleurs. Et je pense que cette rencontre est une panacée véritablement pour essayer de donner aux acteurs les outils, n'est-ce pas, nécessaires à la négociation. Toujours par rapport au climat social, ce qu'il faut retenir, c'est que la pandémie de Covid-19 aussi a exacerbé un certain nombre de conflits, notamment sur la question du chômage technique, sur la question du télétravail, des problématiques qui interpellent le monde du travail aujourd'hui. Et les acteurs sont conscients de cet état de fait et que très prochainement, nous allons vers l'amélioration de la législation pour résoudre ces questions, puisque le droit également permet de résoudre des problèmes. Maintenant, dans la mise en œuvre est du ressort des acteurs.
En politique, forte mobilisation hier des libéraux de Ziguinchor. Les partisans de Maître Wade à Ziguinchor ont sonné la remobilisation des troupes, occasion saisie pour aborder la vente des cartes et les prochaines locales. Ces libéraux mettent en garde le président Macky Sall sur un éventuel troisième mandat. Toussaint Manga, le responsable du PDS à Ziguinchor, est avec Ignace Ndeye. De la troisième candidature de Macky Sall ne doit pas être un débat, parce que c'est un débat qui est vidé, à mon sens. D'abord, moralement, on ne peut pas accepter que Macky Sall se présente. C'est manquer de respect aux Sénégalais. Vous savez, nous du PDS, on n'a pas de problème sur le troisième mandat. On n'a pas de problème, de conscience sur le troisième mandat. Mais en 2012, lorsque le président Wade a décidé de faire le troisième mandat, il y avait une opposition, dont Macky Sall lui-même, qui était là, qui disait que c'était anticonstitutionnel, que le président Wade juridiquement n'avait pas droit. Macky Sall lui-même avait décidé de prendre son mergadou et d'aller dormir à la place de l'Obélisque. Et il avait même demandé à ses militants d'aller déloger Abdoulaye Wade au palais. C'est cette même personne qui vient nous dire qu'aujourd'hui, il peut dire oui ou non s'il doit aspirer à un troisième mandat. Il ne peut pas, puisque lui-même a changé la Constitution en 2016, après un référendum qui nous a coûté des milliards, pour dire que je fais un référendum et dans la Constitution, je change la Constitution et je précise que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. J'ai bouclé la Constitution et personne ne pourra changer ce dispositif. Cette personne ne peut nullement nous dire qu'il peut avoir droit à un troisième mandat. Ce débat, il est clos. Maintenant, si après un deuxième mandat, il a des appétits, ou si après un deuxième mandat, il y a des gens qui sont autour de lui, qui pensent pouvoir exister politiquement, que seulement si Macky Sall est là, ils se trompent lourdement et ils sont en train de le tromper. Ce qui s'est passé ailleurs n'est pas valable au Sénégal. Les Sénégalais savent se faire respecter et ils se feront respecter. Donc, le conseil que je peux donner à Macky Sall, c'est de ne même pas tenter à en arriver là. Notre première ambition, c'est de reconquérir toutes les communes du Sénégal. Ça, c'est la première ambition du PDS. Maintenant, il y a des réalités dans les élections. Et nous prenons toutes les dispositions pour faire des analyses pertinentes, faire des évaluations pertinentes pour voir comment nous allons nous appréhender durant ces élections. Mais je vous dis encore une fois, la seule contre-indication qu'on a dans le cadre du travail politique de l'opposition, la seule contre-indication et le sens interdit qu'on a, c'est l'APR. Sud International. En Côte d'Ivoire, les affrontements intercommunautaires de Dabou, ville située à une 50aine de kilomètres à l'ouest d'Abidjan, ont fait 16 morts et 67 blessés. Annonce faite hier soir par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé. Selon lui, 52 individus ont été interpellés, ainsi que 12 fusils de calibre 12 et 70 machettes saisies. Face à cette situation, il annonce qu'un important dispositif des forces de sécurité a été déployé, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu dans le département de Dabou, où plusieurs biens ont été emportés. Et puis, l'Italie va adopter de nouvelles restrictions contre le coronavirus, dont la fermeture des cinémas et théâtres après la publication de chiffres records de nouvelles contaminations, ont donc annoncé les services du Premier ministre italien. Cinéma, théâtre, salles de gym et piscines vont devoir fermer, tandis que les bars et restaurants devront cesser de servir après 18 heures, selon ces mesures adoptées en dépit des protestations publiques qui ont éclaté ces derniers jours, notamment à Rome à 12h et passé de 20 minutes. Place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM. Présidentielle en Guinée, Alpha Condé en tête avec plus de 59% des voix. La CENI a proclamé ce samedi les résultats provisoires. Cellou Dalein Diallo se retrouve avec environ 33%. L'opposant Cellou Dalein Diallo continue de contester les résultats de la Commission électorale nationale indépendante.
Ces résultats risquent de plonger le pays dans le chaos. Les institutions africaines doivent faire en sorte de stabiliser la Guinée pour ne pas laisser le champ libre aux djihadistes qui profitent des conflits internes. Tels sont les propos de Alioune Tine, le fondateur de Africa Jom Center que nous écoutons. Fallait-il organiser dans ce contexte des élections qui aboutiraient à un tel chaos, qui aboutiraient effectivement au bain de sang auquel on a assisté, qui aboutirait à une instabilité qui va être dans la durée? La situation actuelle de la Guinée était prévisible. Analyser la situation pour voir comment il faut faire en sorte qu'on stabilise la Guinée, et la plupart des pays qui sont confrontés à ce genre de problème, ça veut dire à des impostures démocratiques. C'est cela. La situation est extrêmement préoccupante. Et aujourd'hui, de plus en plus, si on ne fait pas attention, la Guinée va plonger dans la guerre civile. Elle va déstabiliser toute la sous-région. Et avec elle aussi la Côte d'Ivoire. Faut-il continuer comme ça? Et qui va gagner au change? Ça va être effectivement la plupart des djihadistes qui sont des pêcheurs en eau trouble. Dès que les pays sont vulnérables, dès qu'ils sont divisés, dès qu'il y a des conflits internes, immédiatement ces gens-là se réveillent, se frottent les mains. On doit faire extrêmement attention pour être beaucoup plus unis en Afrique. Nous avons besoin de nous rassembler contre ces menaces. Reprise progressive du culte dans les différents diocèses du Sénégal dès ce 1er novembre. Les églises vont être réouvertes au grand public, mais avec une limitation du nombre de participants aux célébrations eucharistiques pour mieux respecter les gestes barrières édictés dans la lutte contre le coronavirus. Écoutons à ce propos Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Vos pères évêques du Sénégal, dans une attitude de prière confiante au Dieu de toute miséricorde et de toute protection, assurés de l'intercession puissante de la bienheureuse Vierge Marie, sommes favorables à partir du 1er novembre 2020 à la reprise progressive du culte dans nos diocèses, suivant l'appréciation des pasteurs du lieu et des conditions de faisabilité. Nous rendons grâce à Dieu pour une telle mesure dans l'espoir d'une reprise normale du culte. S'agissant de la traditionnelle commémoration de nos fidèles défunts, nous préconisons, pour les raisons que vous connaissez, une démarche individuelle et familiale de visite au cimetière, en dehors de toute cérémonie officielle et de prières communautaires organisées. Nous sollicitons particulièrement des prêtres qui sont nos proches collaborateurs, une démultiplication des messes, surtout dominicale, pour offrir à beaucoup plus de fidèles la possibilité de participer à la Sainte Eucharistie tout en évitant les grandes affluences. Pour rappel, les églises étaient fermées en mars dernier par les pères évêques de la conférence épiscopale. Covid-19 au Sénégal, désormais seuls les passagers avec un test négatif datant de moins de 5 jours seront autorisés à débarquer dans le pays. Une décision rendue publique par le ministère de la Santé et de l'Action sociale en début de semaine pour arrêter la multiplication des cas importés enregistrés ces derniers jours. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Cette situation interpelle principalement les voyageurs et les compagnies qui les transportent. Mon collègue chargé des transports aériens avait pris une circulaire à la date du 13 octobre 2020 pour préciser les conditions sanitaires d'embarquement des passagers à destination du Sénégal. C'est une mesure que nous avons saluée, mais elle n'a pas permis à la situation d'évoluer favorablement à l'entrée des frontières aériennes. Ainsi, au regard de la situation actuelle, nos deux départements prendront les dispositions idoines afin que la dite circulaire soit d'application immédiate et permette ainsi de mettre fin à l'importation des cas Covid-19. Autrement dit, tout passager entrant au Sénégal devra disposer d'un test négatif. En outre, la durée du test RT-PCR Covid-19, qui est actuellement fixée de 7 jours, sera ramenée à 5 jours. Spéculation foncière, le chef de l'État Macky Sall déterminé à mettre un terme aux conditions d'affectation des terres du domaine national. Il faut freiner les abus dans l'attribution des terres,
Face à ce phénomène dont il reçoit beaucoup de plaintes, le président interpelle les maires et l'administration territoriale. Écoutons le chef de l'État, Macky Sall. Nous devons aussi veiller à la question sensible de la gestion du foncier. Au quotidien, je ne reste pas sans recevoir plus de 20 ou 50 dossiers brûlants à travers le territoire national. Sur cette question de la gestion du foncier, nous devons concilier tradition et modernité, besoins locaux et intérêt national. On vous l'a confié. Ça ne veut pas dire que vous devez, parce que vous êtes maire ou vous avez votre conseil municipal, prendre le territoire de votre commune, le distribuer aux premiers venus, de façon à plonger le pays dans une situation où toute la terre va devenir privée. Ce n'est pas possible et on ne peut pas quand même laisser faire cette situation. Parce qu'elle a atteint des limites que nous ne pouvons plus dépasser. Donc il faut que ensemble nous travaillions pour que les besoins du développement se fassent normalement, mais avec une certaine équité. Il faut éviter aussi de transférer toute la terre aux étrangers. Or, c'est la tendance nouvelle de grands groupes agro-industriels qui viennent, qui obtiennent 200 hectares, 500 hectares. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas que ces projets de développement soient en conflit avec des affectations toutes azimut. Donc il est temps vraiment de freiner les abus dans l'attribution des terres du domaine national, tout en facilitant les besoins pour l'agriculture, l'agro-industrie. Première édition de la Journée nationale de la décentralisation présidée par le chef de l'État Macky Sall ce jeudi. Plusieurs points ont été soulevés par les élus locaux, dont celui lié aux incohérences territoriales de Nizia Sambou. Cette Journée nationale de décentralisation a permis aux associations d'élus locaux de soulever des sollicitations qui datent de plus de 30 ans. Aliou Sall, président de l'Association des maires du Sénégal. Le relèvement de l'indexation des transferts de l'État, qui, je dis, depuis 30 ans, constitue une revendication des élus et que nous souhaitons voir passer à 10%. C'est le cas dans certains pays de la sous-région. Le retour du budget consolidé d'investissement et outre le secteur de l'éducation, son élargissement au secteur de la santé, du sport, de la jeunesse et de la culture. La mise en place du PACASEN rural, suite logique de votre engagement personnel et permanent pour plus d'équité territoriale. La question des contrats de concession hydraulique, une problématique qui tient également à cœur les élus locaux. Monsieur le Président de la République, vous avez fait beaucoup d'efforts en matière d'adduction d'eau, notamment en zone rurale. Mais il y a sérieusement un problème aujourd'hui au niveau des concessions hydrauliques. Je ne peux pas citer de régions, mais je ne peux pas ne pas citer le cas des régions de Thiès et de Diourbel, où il y a un problème de qualité de l'eau. Il y a un problème même de dialogue, de respect entre le concessionnaire et les collectivités territoriales. Il y a un problème d'investissement, puisque ces concessionnaires doivent quand même investir pour faire en sorte que le réseau soit développé, que l'eau soit de qualité. Tout ça n'est pas au rendez-vous. Prenant la parole, Adama Diouf, le président de l'Union des associations des élus locaux, est lui revenu sur les incohérences territoriales. Monsieur le Président, on parle beaucoup d'incohérences territoriales. Il faut en identifier 4 types, c'est 4 sortes de problèmes. Le premier, c'est le plus connu. Ce sont les communes qui sont dans les capitales régionales et capitales départementales, qui étouffent, ceinturées par les communes immédiatement qui viennent. À cette première édition de la Journée nationale de la décentralisation, les maires et présidents du conseil départemental ont massivement répondu présents. Cette première édition s'est déroulée au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Ainsi prend fin la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. 12h29, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Les populations du quartier de Pikine à Saint-Louis en deuil depuis hier soir suite au décès d'une vingtaine de jeunes de ce quartier candidats à l'immigration clandestine. Leur accident est survenu en mer. Yves Tendeng, notre correspondant, s'est rendu ce matin dans ce quartier, plus précisément au domicile de l'une des victimes où sur place c'est la grande tristesse.
et l'émotion. Le phénomène de l'immigration clandestine prend des proportions inquiétantes avec 5000 départs enregistrés et plus de 500 migrants interceptés avec des pirogues rien que pour cette semaine. Ce sont donc des chiffres publiés par l'Office international pour les migrations, des départs aux conséquences désastreuses pour de nombreuses familles qui se retrouvent ainsi décimées. Vous avez entendu les propos de la directrice exécutive de Partenaire West Africa Sénégal, professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Et puis en santé, le coronavirus qui touche de moins en moins de personnes au Sénégal, une tendance baissière qui s'est confirmée à nouveau ce matin avec le nombre de personnes sous traitement qui donc passe sous la barre des 1000. Ils sont présentement 975 patients sous traitement. L'actualité internationale et la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali ont bouclé ce Sud Midi, mise en onde par Hassan Choun à 13h. Retrouvez Khadisen pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Sud FM, Sen Radio.